Bonjour, je m'appelle Charles Miara, je suis très heureux d'animer cette table ronde, la première table ronde de l'après-midi pour le festival Petite Mue. C'est une table ronde qui va raconter 3 belles histoires, 3 témoignages, et j'ai le plaisir, l'immense honneur d'accueillir avec moi Coralie. Coralie, on peut l'applaudir, je vais vous raconter qui c'est après. Lindsay ou Lindsay au choix et Richard Bionic. Asseyez-vous, chers amis. Alors, je vais faire comme Leïla tout à l'heure. Je vais pas chauffer la salle parce que je suis pas un comique, mais je voudrais quand même répéter ce qui a été entendu depuis tout à l'heure plusieurs fois, c'est-à-dire féliciter Anaëlle et Alice pour ce qu'elles font depuis 2 ans. Parce que Petite Mue, c'est une aventure extraordinaire. Moi, je les ai connues au début de leur carrière et de leur aventure. J'ai eu la chance de les coacher dans une université il y a 3 ans maintenant. Elles étaient au début de leur histoire et elles font un boulot remarquable. Elles font un boulot remarquable pour le grand public, comme aujourd'hui, mais elles font aussi un boulot remarquable dans les entreprises. C'est un média qui fabrique l'inclusion. Ce n'est pas un média qui raconte simplement une histoire sur l'inclusion, mais elles font l'inclusion. Elles sont au cœur des débats de société et grâce à, évidemment, leur talent artistique et la qualité des témoignages qu'elles mettent en scène depuis 2 ans, elles font avancer la cause du handicap invisible. Et c'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui, parce que comme elles ont du talent, elles nous ont trouvé 3 témoins extraordinaires. Et alors aujourd'hui, là, maintenant, on va parler... on va faire du story, hein, comme on dit maintenant sur les réseaux sociaux. Et alors, je vais... donc, j'ai 3 invités, Coralie, Lindsay et Richard. Je rigole parce que quand on a préparé l'émission avec Lindsay, elle m'a dit soit tu dis Lindsay, soit tu dis Lindsay, parce que soit tu te fais à l'anglaise, soit tu le fais à la française. OK. Donc... alors, 3 témoins, 3 histoires de vie remarquables et 3 formes de handicap, mais je n'en dis pas plus tout de suite. Alors, ce que je vous propose, c'est que, les amis, on va diviser cette séquence en 3 sous-séquences. Je vais d'abord vous demander un petit peu de raconter à notre public qui vous êtes, ce qui vous est arrivé et comment vous avez pris conscience ou comment on vous a annoncé que vous aviez une situation de handicap. Coralie, je commence avec toi si tu veux bien. Et alors, raconte-nous un petit peu ce qui t'est arrivé et comment ça s'est passé. Alors, est-ce qu'on m'entend bien? Ça va? Oui, ok. Alors, j'aime beaucoup la phrase « rendre l'invisible visible » parce que c'est vrai que quand on nous regarde comme ça, à prime abord, on se dit bah, « qu'est-ce qu'elle a? Celle-là, elle a l'air normale ». Normal, un mot qu'on n'aime pas trop. Il se trouve que du coup, je m'appelle Coralie, j'ai 28 ans, je suis lilloise et j'ai un diabète de type 1 depuis l'âge de mes 9 ans. Donc ça fait maintenant 20 ans que je vis avec cette pathologie chronique. Pour vous expliquer rapidement ce qu'est le diabète de type 1, parce que souvent on connaît le mot diabète tout court et on a une image de personnes en surpoids qui avaient qu'à courir un peu plus et qui avaient qu'à mieux manger. Diabète de type 1, le diabète c'est bien loin de tous ces préjugés et amalgames qui colle à la peau de cette maladie. Et il se trouve que le diabète de type 1, c'est une maladie auto-immune, c'est-à-dire que du jour au lendemain, mon pancréas s'est arrêté et il ne produit plus l'insuline. Et l'insuline, c'est la petite clé qui fait rentrer en fait le glucose, les glucides dans le corps, dans le cerveau, les muscles, etc. Et donc moi, je dois faire le job de mon pancréas. Alors, quand j'étais petite, donc j'avais 9 ans, c'était les piqûres au bout du doigt et les injections d'insuline. Donc à raison de 6 ou 7 piqûres par jour. Aujourd'hui, j'ai une pompe à insuline, mais là, elle est sous les vêtements, ça ne se voit pas. Mais, il paraît qu'elle a un nom, ta pompe. Oui, tout à fait. Alors, tu peux nous en dire un peu plus? Je l'ai appelée Pody, puisque ça découle du nom de la pompe que je porte, et je trouve que ça fait un peu un petit animal mignon qui m'accompagne dans mes aventures au quotidien. Voilà.
ton petit totem. C'est ça, exactement. Enfin, je disais toujours que dans les héros et héroïnes Disney, ils ont des petits potes sur l'épaule. Ben, moi, sans ma pompe à insuline, je peux pas faire grand-chose. Du coup, voilà, moi, c'est un peu une extension technologique sur ma peau, quoi. J'ai 2 appareils en permanence, un capteur de glycémie. Quand j'étais petite, je me piquais le bout du doigt, mais aujourd'hui, il y a des progrès assez formidables. Donc, j'ai mon taux de sucre en permanence à surveiller. Donc là, j'ai ma petite télécommande dans la poche. Si je regarde, c'est pas mon portable, c'est ma pompe. Et à côté de ça, du coup, j'ai cet appareil qui injecte l'hormone que mon corps ne sait plus fabriquer naturellement. Et pour en revenir à la différence avec le type 2, qui est quand même importante, le type 2 est plutôt une maladie environnementale. Donc le pancréas fonctionne toujours, mais il est fatigué. Il faut d'abord le stimuler avec des médicaments. On va dire ça comme ça pour simplifier. Quand on parle de pathologies comme celle-là, on est obligé quand même de donner un peu d'informations à notre auditoire. Est-ce que tu sais combien de personnes souffrent de diabète de type 1 en France, par exemple 400 000 personnes. 400 000. Il y a 4 millions de diabétiques en France et il y a 10% de ces diabétiques qui sont de type 1. Et ça se déclare généralement dans l'enfance. L'âge moyen est de 5 ans. Donc les petits bouts de chou équipés de pompes à insuline, tout ça, c'est une vraie problématique dont on parle trop peu. Et donc je suis très très reconnaissante justement que Petite Mue donne la parole aussi pour cette pathologie. Absolument, c'est très très bien. On est encore dans cette opération de visibilisation, c'est très important. Le diabète de type 1, 400 000 personnes en France, ça veut dire 400 000 personnes susceptibles d'aller à l'école, de travailler, de faire des études, de faire plein de trucs pour la société. Donc, on les visibilise aujourd'hui. Merci. Je reviens tout à l'heure vers toi. Richard, ton tour. Oui, on va faire une fille, un garçon, on va se faire un peu Shabada, ça te va? Pas de problème. Bon, alors Richard, pour un handicap invisible, aujourd'hui c'est raté. Hein. Est-ce que tu peux soulever ta patte gauche? Désolé, c'est loupé. Généralement, moi, c'est 6 mois dans l'année, je suis invisible. Ouais. Et la partie de l'été, là, je suis un peu dans le déni aujourd'hui. J'avais envie de mettre un short. Non, c'est très bien parce que je voyais ta jambe sur Instagram et maintenant je la vois en vrai. Alors raconte-nous ce qui t'est arrivé il y a quelques années. Tu as eu un accident. Oui, moi j'ai eu un accident de la voie publique en 2011. Suite à ça, multitude d'opérations. Pour retrouver une mobilité de ma jambe, une mobilité au niveau de mon genou. Ça n'a pas fonctionné au bout d'une trentaine d'opérations. Donc je suis resté des années hospitalisé en rééducation. Donc c'est moi en 2017 qui ai pris la décision 6 ans plus tard de me demander l'amputation de ma jambe pour retrouver, on va dire, une meilleure qualité de vie. Et je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, c'est la meilleure décision de ma vie. C'est vrai. Ouais. Ouais. Tu peux nous dire comment est ton genou? Parce que quand tu m'en as parlé au téléphone, j'étais très impressionné. Je pense que ça va intéresser. Oui, notre en fait, c'est un genou avec un microprocesseur. En fait, c'est un genou qu'on recharge. Un peu comme vous, tous les soirs, vous rechargez votre portable et autres. Moi, je recharge mon portable, ma jambe. Elle a une autonomie de 48 heures. Ça dépend de la marge de chacun, mais ça peut varier. Et en fait, elle se commande en fonction de la position de mon pied. Comment je positionne mon pied au sol, elle va savoir si je veux me mettre en sécurité, si je veux accélérer. Si je suis sur un terrain instable, elle va se mettre en sécurité sur des pavés, sur des cailloux, des choses comme ça. Et si je veux accélérer, elle va suivre la cadence, elle va se mettre dans ma cadence. Et en fait, elle va suivre mon mouvement que j'ai au fur et à mesure du temps au quotidien, en fait. Ça veut dire que tu as regagné 100% de ton autonomie, c'est ça? Oui, je pense que même je fais plus de choses maintenant qu'avant, avec ma jambe que j'avais avant. Il va faire des jaloux, on va tous vouloir un genou électronique. Bah oui, je pense pas que vous pouvez faire ça. À votre tour. Le public est invité. Bravo Richard. Ok, merci. Lindsay, même motif, même punition. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours de vie et la découverte de ta pathologie?
Alors ça va être challengeant. Bonsoir à tous, parce que pour résumer, c'est un petit peu compliqué. En tout Oui, cas, parce que toi, il y a un paquet. T'es multicarte. Il y a un beau paquet. En tout cas, je suis très contente d'être là ce soir pour parler de tout ça et puis pouvoir aussi rencontrer mes camarades que je suis sur les réseaux. Voilà, donc je trouve toujours Richard très élégant, pas que pour ta jambe, mais parce que tu es juste stylé, faut le dire, voilà. Donc, voilà. Bon, alors, en fait, c'est pas du tout une conférence sur le handicap invisible, c'est une émission de rencontre. C'est la Fashion Week aujourd'hui. C'est trop bien. Donc du coup, je m'appelle Lindsay, j'ai bientôt 37 ans et j'ai de l'endométriose, une forme neuropathique. Donc depuis que j'ai 13 ans, j'ai très très mal. On m'a beaucoup dit c'est dans ta tête, jusqu'à ce que par force, je décide de vraiment avec ferveur de trouver ce qui m'arrive. Et j'ai malheureusement été opérée par un chirurgien qui a abîmé ma jambe. Alors à savoir ce qui s'est passé aujourd'hui, j'arrive toujours pas à le savoir, mais ça m'a causé un handicap moteur donc, de la jambe gauche. Et donc, j'ai pu réussir à marcher pendant à peu près 5 ans. Donc, en 2016, il m'est arrivé ça. Et à cause de ces douleurs neuropathiques, j'ai commencé à plus pouvoir communiquer, plus pouvoir fonctionner comme avant. Et j'ai été diagnostiquée d'un trouble du spectre autistique à 33 ans. Donc ça fait seulement 4 ans et j'avais déjà été diagnostiquée très jeune de troubles 10 différents. Je me questionne un petit peu sur le TDAH quand même. Donc on sent qu'il y a des choses. Voilà. Parfois je me dis toutes ces choses-là c'est une grosse force, mais ça reste quand même très challengeant. Alors, je te remercie beaucoup parce que tu en parles avec beaucoup de facilité, mais j'aimerais qu'on revienne quand même sur cette histoire parce que moi elle m'a beaucoup touché quand on en a parlé au téléphone. Endométriose, chirurgie qui rate, Ouais. Violence. Ouais. Et ça, il faut le dire parce que l'hôpital est sacré dans nos pays occidentaux. Tant mieux, parce qu'on a des hôpitaux formidables, mais de temps en temps, il y a des trucs qui ne marchent pas. Il faut bien le dire. Quand tu étais petite, on t'avait diagnostiqué 10 ou est-ce que tu avais l'impression d'être 10 ? Non, j'ai été diagnostiquée. En fait, moi, je suis métissée, je suis née au Congo. Et en fait, en arrivant en France à 7 ans, on s'est rendu compte que déjà, je voyais rien au départ. Donc, les lunettes. Et puis, en deuxième, qu'il y avait un trouble 10 et une dysorthographique très sévère. Voilà. Et est-ce que ça a eu, lorsque tu as souffert d'endométriose et que tu as eu ces problèmes avec le chirurgien, est-ce que le fait d'être 10 avait quelque chose à voir ou pas ? Ou est-ce que tu penses que ça a provoqué quelque chose chez toi ou ça t'a empêché de communiquer avec les médecins ? Non, pas du tout. Alors, c'est un petit peu cette problématique. C'est comme vous pouvez le voir, j'ai absolument pas l'air autiste. C'est quelque chose qui me surprend toujours quand on me le dit, mais c'est une réalité. Tout simplement parce que j'ai aussi travaillé sur ça, sur ma communication. J'ai fait des études en communication et parce que j'ai une personnalité. Je suis née, comme je vous dis, en Afrique, dans un pays où les gens sont très bavards, très expressifs et parce que le langage, en étant dyslexique, prend le dessus en fait. Je pense que c'est plutôt la compensation des handicaps qui fait qu'on se dit oui, j'ai ce trouble-là, mais moi j'ai travaillé pour y arriver en fait. Voilà, parce que je sais que dans la salle, il y a des gens qui s'intéressent aux 10 et c'est très important qu'ils entendent ce genre de message. Bravo, merci beaucoup. Donc, on va essayer de rire un peu. Bien sûr. Donc, endométriose, 10 et diagnostic. Pour l'autisme. L'autisme. Asperger ? Ouais. Vous savez, mesdames et messieurs, que les Asperger, on les recherche beaucoup dans les entreprises. C'est des bêtes de calcul et les entreprises se les arrachent. Alors, merci beaucoup de cette première partie. Je vais te laisser le micro tout de suite parce que je voudrais qu'on enchaîne sur la deuxième partie avec toi, Lindsay, parce que ça fait une suite assez simple pour moi. Donc, tu décides face à ces violences médicales, de prendre la parole et de créer quelque chose. Est-ce que tu peux nous dire ce qui s'est passé ? Avec plaisir. Alors du coup, c'est vrai que face à ce parcours médical, je me dis mais quand même, comment on peut se retrouver avec une chirurgie d'endométriose qui est censée arranger et puis qui n'a rien à voir avec la zone, avec une problématique à ma jambe. Donc je cherche des solutions. Je me suis fait réopérer par un neurochirurgien en Suisse après, comme tu le mentionnais Charles, des violences médicales, que ça soit à la fois du paternalisme dans la violence des mots, madame c'est dans votre tête, le fait d'être une femme, le fait de faire très jeune. Le fait d'être autiste, après, quand ils avaient le diagnostic dans mon dossier médical, là, c'était l'excuse. Mais finalement, simplement des violences beaucoup plus graves. Voilà. Donc, par rapport à ce parcours-là, je me dis, c'est pas possible, en fait, que des personnes vivent ça. Je ne pouvais pas le tolérer. Il m'a fallu trouver vraiment un neurochirurgien qui me croit. Et du coup, une chirurgie qui n'était pas prise en charge en France, qui m'a coûté plus de 30 000 € pour pouvoir remarcher aujourd'hui. Donc, ça, vous avez entendu, voilà, c'était le prix de ma vie. Le prix de sa vie.
30 000 euros. Donc de ce combat-là, je me dis, il faut que j'informe. Quand j'ai rencontré ce neurochirurgien qui, en plus d'être ultra compétent, était bienveillant et avait un comportement d'humain normal face à une autre personne humaine qui a besoin d'accompagnement. Donc j'ai pu remarcher au bout de 2 ans. J'ai toujours de la rééducation, ça sera toujours le cas. C'est une façon de vivre, de considérer sa maladie chronique, parce que l'endométriose est toujours là. L'autisme aussi, des défis qui, quand on a mal, on arrive moins à communiquer, on a une logique différente. Puis comme ça se voit pas, quand on a l'air autiste, là les gens sont surpris. Donc en fait, on est tout le temps obligé de manager ça. Et parfois, on a envie juste de pouvoir exister, d'être nous-mêmes. Donc face à ces challenges-là, j'ai décidé de créer une association qui s'appelle Endométriose et douleurs neuro, EDN, pour parler de tout ça avec de l'inclusivité, pour que tout le monde se sente accueilli dans ces problématiques et surtout axé sur l'information exhaustive sur le sujet. Ouais. Comment on s'en sort, comment on est pris en charge, qu'on a de l'endométriose avec des douleurs et atteintes au nerf. C'est ça, c'est très bien parce que comme disait tout à l'heure Anaëlle et Alice, Petite Mue, c'est ça l'histoire, c'est... On se sent seul un jour et en fait on découvre qu'on est plein et qu'il faut en parler. Et donc endométriose et neuro. Je crois que tu as un stand. Si les gens, si vous voulez retrouver Lindsay et son asso, ils ont un stand sur le village des associations. Merci beaucoup pour ça. Voilà, passe à ton voisin. Non. Coralie, ouais, tu vas garder le micro. Alors, dis-moi, on a dressé le panorama et dis-nous maintenant un petit peu où t'en es, parce que qu'est-ce que tu fais parce que je sais que on est dans un festival de Petite Mue. Elle fait du surf. Vous êtes tous très très forts sur les réseaux sociaux. C'est des générations, mesdames et messieurs. Il y a quand même quelques vieux dans la salle. Je ne suis pas le tout seul. Donc vous êtes vraiment très présents sur les réseaux et sur le numérique. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais maintenant? Oui, alors Coralie. du coup, c'est vrai que ma renaissance est passée par les réseaux sociaux. Voilà. Et oui, aujourd'hui, j'essaye de montrer qu'on peut tout faire avec un diabète de type 1 en anticipant et en se mettant en condition pour. Donc, j'ai notamment fait du surf il n'y a pas longtemps. C'était pas des crabes. Il suit l'actu, c'est bien. Mais oui, donc du coup, pareil, sentiment de solitude plus. En fait, j'ai appris mon diabète de type 1 à l'âge de 9 ans. Et en fait, c'est la famille qui a impacté et c'était mes parents qui géraient ça. Ma mère me dit, il faut faire des piqûres avant de manger. Très bien, je comprends pas trop pourquoi. Et puis, quand on est enfant, on n'a pas la vision long terme, on se dit que ça va passer et en fait j'arrive à l'adolescence et je m'installe dans un joyeux déni, donc ça veut dire je me pique sans trop savoir combien d'unités il faut faire, donc comme je vous expliquais que l'insuline est la clé qui fait rentrer le sucre dans les organes, moi j'étais en permanence en hyperglycémie parce que je voulais à tout prix éviter une hypoglycémie. Donc c'est quand le taux de sucre est faible dans le sang et en fait ça veut dire on arrête tout et on se resucre. On tremble, des sueurs. Enfin, cette situation-là, je voulais pas du tout la vivre. Donc je passais ma vie en hyperglycémie en étant ado, jusqu'au jour où, aux portes de mon rêve, donc en études supérieures, je me rends compte, je fais un malaise. Et je me dis, mais je peux pas continuer comme ça, c'est pas possible. En fait, il faut que je prenne soin de mon corps et donc de ce diabète, ce foutu diabète, pour avancer et pour accéder, parce que j'ai pas fini ce que je voulais faire, quoi. Et j'ai toujours pas fini d'ailleurs. Et là, je me rends compte, psychologiquement parlant, ça a été un désastre parce que je me rends compte ce que veut dire gérer un diabète de type 1 au quotidien. Et à 20 ans, je suis en dépression alors que je pars en Erasmus. Et donc, j'ai dû me faire suivre par une psychothérapeute en Angleterre, une psychothérapie en anglais parce que je ne pouvais plus sortir de mon lit, je faisais que pleurer, j'avais la maladie qui avait pris le dessus, mais complètement, j'avais peur de tout, j'avais peur de vivre, et dans je trouve que c'est des sentiments hyper forts et profonds qu'on ressent, d'une tristesse, d'une peur immense de c'est quoi ce truc là qu'on n'arrive pas à dompter et qui nous tire, quoi, qui nous maintient presque au sol. Et donc, je me suis dit, peut-être je suis pas seule dans ce cas-là. Et j'ai commencé mon petit compte Insta. Et là, raconte-nous maintenant. C'est là que tout a commencé parce que j'ai juste utilisé la plateforme comme un moyen d'écrire des textes. C'est ça. Et de publier des photos. Parce que, comme je vous disais... Tu as senti un besoin... Ouais. De raconter les choses. De partager et surtout, j'avais besoin de m'identifier.
il n'y avait rien sur le diabète. Quand on parlait de diabète, c'était les images que je vous citais en début de la conférence. Mais moi, comment voulez-vous je m'identifie à cette image que les gens ont de ma pathologie? C'était pas possible. Donc je voulais un peu casser tous ces préjugés et donc créer ce que j'aurais aimé trouver moi. Et en fait, de fil en aiguille, ça a fait un peu ma thérapie à moi. J'ai rencontré des gens dans la vraie vie qui ont aussi un diabète de type 1. Et aujourd'hui, j'ai ma meilleure amie qui est diabétique de type 1. Et je trouve qu'il y a un vrai enjeu dans la maladie chronique à rencontrer ses pairs. Parce que ça a été... les réseaux sociaux m'ont permis de rencontrer des gens comme moi et pas la grand-mère de je sais pas qui a un diabète ou le tonton à qui j'irais pas grand-chose à dire. C'est très important ce que tu dis là. Voilà. Hein, c'est ça, on crée une communauté. Tout à fait. Et alors, dans les hôpitaux, on appelle ça des cohortes de patients, mais quand on est un peu plus moderne comme vous, on appelle ça une communauté. Et alors, je crois quand même que tu fais du boulot, tu fais de l'éducation thérapeutique à l'hôpital. Si tu peux nous en parler, parce que c'est très important. Oui. Alors aujourd'hui, je trouve qu'il y a un vrai tournant dans la place du patient dans le parcours de soins. Ouais. Et dans la maladie chronique, le patient qui vit avec la pathologie a autant à apporter que le professionnel de santé, et l'idée c'est de travailler en collaboration. Donc il y a 1 an, j'ai quitté mon ancien emploi donc de chef de produit pour me dédier à l'accompagnement des personnes diabétiques de type 1. Donc il y a de la création de contenu, mais il y a toute cette partie patiente partenaire. Et donc j'ai été formée à l'éducation thérapeutique, puisqu'aujourd'hui le diabète de type 1 ne se soigne pas. Il s'accompagne, mais il ne se guérit pas. On ne guérit pas du diabète, donc l'enjeu, c'est apprendre à la personne à vivre avec sa pathologie et à mieux l'appréhender. Et donc, en fait, il y a tout un panel de choses à adresser. Et à l'hôpital, on adresse surtout l'aspect technique. Comment calculer ses glucides, comment fonctionne une pompe à insuline, comment s'injecter, combien s'injecter. Mais jamais on s'intéresse au psycho-émotionnel. Et sauf que quand on a des peurs, eh ben, ça va influer grandement la prise du traitement et les bonnes décisions derrière. Donc, ce que j'essaye d'apporter en co-construisant les programmes d'éducation thérapeutique avec les soignants, c'est un atelier sur OK, on vous a expliqué tout ça. Alors déjà, c'est un flot d'infos, faut se les prendre. C'est-à-dire comment je vais réadapter toute ma vie, ça paraît énorme. Et ben, comment vous sentez-vous là à l'idée de retourner dans la vie avec vos piqûres d'insuline, vos sucres en cadipo et toutes vos appréhensions. Et en fait, on en discute et donner les ressources il y a des associations, il y a l'hôpital, certes, mais il y a plein d'autres outils dans votre petite boîte à outils pour vous aider. Aujourd'hui, la notion de patient partenaire, elle est reconnue par les hôpitaux, elle est même promue, je crois, tout à fait. Et elle devient essentielle. Tu peux nous en dire un peu plus? Comment tu bosses dans les hôpitaux et comment les interventions se passent? Alors, du coup, j'ai été formée par mon hôpital qui fait appel à moi bénévolement. Mais aujourd'hui, je rentre cette casquette de patiente experte dans mes activités. Donc, les hôpitaux font appel à moi pour soit construire des programmes ou animer des tables rondes avec les patients. Et donc, comment ça se passe? C'est en fonction des problématiques que les hôpitaux me donnent. Par exemple, avec l'hôpital de Lyon, on a monté tout un programme pour les ados en décrochage. Et on essaye de les intéresser, quoi. Enfin, on ne veut pas qu'ils s'éloignent du parcours de soins, parce que ceux qui ne se soignent pas, on les retrouve des années plus tard avec des complications liées au diabète. Et donc, ce sont des prérequis de la Haute Autorité de Santé donnés aux ARS, donc les agences régionales de santé, pour que les hôpitaux soient accrédités. Aujourd'hui, ils doivent avoir un certain nombre de patients experts. Et donc, je m'inscris dans cette démarche. Alors, on compte beaucoup sur le bénévolat aujourd'hui, mais il y a un vrai changement de paradigme, je trouve, dans la place du patient dans tout ce parcours de soins pour la maladie chronique. C'est très important. On a connu ça, moi qui suis un vieux monsieur, on a connu ça dans les années 80 avec le sida. C'est les premiers militants de la lutte contre le sida qui ont créé cette notion de patients experts, parce la communauté s'est prise en charge et a décidé de se bagarrer auprès de la science et des médecins pour dire voilà ce qui se passe chez nous. Et maintenant, c'est devenu un modèle et c'est très très bien. Merci beaucoup Coralie. Alors, mon camarade, je suis fan de ces vidéos et alors, Richard, il est vidéaste et il fait plein de trucs sur le net. Est-ce que tu... Mais si. Pas grand-chose. Alors, dis-nous ce que tu fais quand même.
Qu'est-ce que je fais? Je suis... je sais pas. Ouais, je voyage, non. Je fais beaucoup de choses, hein. C'est vrai que c'est compliqué de... mon métier de base, c'est vidéaste. C'est de faire des vidéos, mais pour les autres. Mais pour mes réseaux sociaux à moi, c'est de mettre en avant mon handicap et de sensibiliser un maximum, on va dire, sur les prothèses généralement et sur le handicap invisible. Ce que je procure par exemple, quand la place de stationnement, je fais plein de vidéos de ce type-là. Ah oui, alors est-ce que tu peux nous dire cette histoire de place de stationnement? C'est très important. Parce que qu'est-ce qui t'arrive quand tu vas te garer, toi? Moi, quand je me gare sur une place de stationnement, généralement, on ne me croit pas. Quand j'arrive avec mes petites lunettes, ma petite casquette, je me gare, je fais mon créneau parfaitement bien déjà. Bravo. Parce que c'est pas facile de faire un créneau. Hein. Et généralement, moi, on m'embrouille, on m'engueule. Généralement, parce que tu te gares sur une place handicapée, on m'engueule directement, on me pose pas la question, on me demande pas si j'ai la carte, si j'ai un handicap, etc. Et comme je dis souvent, c'est très bien d'engueuler la personne, mais j'aurais préféré qu'on me demande ou de regarder le pare-brise, tout simplement, de savoir si j'ai la carte. Et souvent, régulièrement, et c'est assez agaçant pour moi parce que on a du mal à me croire quand je commence à me garer, quand on m'arrête souvent, on me bloque la place. J'ai eu plein d'histoires comme ça, donc c'est assez... j'évite de temps en temps, mais des fois je me gare le plus souvent possible, mais c'est quelque chose qui m'atteint... plus parce que je suis pas du tout dans l'embrouille, je suis pas du tout dans le conflit, et surtout ça te rappelle que tu as un handicap et que voilà, c'est pas forcément agréable de... Moi, j'essaie d'être le plus normal possible et je le donc, suis. Ce regard des gens biaisés, désagréables, voire haineux, t'en as fait finalement une force pour expliquer. C'est ça un petit peu ta démarche. Hein, pour dire, regardez ce qui se passe et finalement, tu fais de cette contrainte une opportunité pour dire, Oui, généralement, je fais le jeu d'acting où je fais les gens qui sont mal à l'aise quand je sors de la voiture et que ma prothèse en or ou en violet arrive et débarque et finalement, je peux rien lui dire. Mais d'un côté, je trouve ça bien aussi que la personne se mette en avant et bloque la personne. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se garent sur les places de stationnement et qui n'ont pas le droit. Et je peux comprendre. Mais oui, c'est 50-50. Il y a le bon sentiment, voilà. et puis il y a le. En fait, il y a la façon de faire, en fait. C'est ça. Donc c'est ce que j'essaie de mettre en avant sur les réseaux sociaux. Et surtout, quand moi, je me suis lancé, c'était... Quand j'ai subi cette amputation, j'avais pas de référent. J'avais pas de personne. Vous tous, hein. Quand je regardais les vidéos, je tombais que sur des sportifs, sont en longueur. Je veux pas faire de l'athlétisme. Je voulais savoir comment aller faire mes courses, comment me doucher, comment aller à la boulangerie et comment monter et descendre des escaliers. C'était donc quand j'ai fait mes vidéos, c'est vraiment des explications. Oui, comment mettre une prothèse, comment l'autonomie, le monter, descendre, des choses qui ont l'air classiques pour beaucoup de personnes. Mais quand on sait qu'on va subir une amputation, et les proches le savent également, c'est vachement important et ça rassure. Et les messages que je reçois, c'est que c'est une bonne chose de continuer à sensibiliser à ce niveau-là. D'accord. Donc c'est pour ça que je continue à faire des vidéos. Et alors, dans cette démarche pédagogique, je crois que tu fais des actions en entreprise et surtout en école. Tu peux nous en parler ? Oui, moi je vais souvent et régulièrement dans les écoles primaires, et parce que j'ai commencé petit à petit à démarcher les écoles de ma ville, et au fur et à mesure d'avoir fait un petit résumé de mes petites vidéos, il y a d'autres maîtresses et des professeurs qui m'ont contacté pour venir raconter mon histoire, surtout aux enfants, et sensibiliser et leur montrer que avec un handicap comme le mien, je suis capable de faire énormément de choses. J'ai aucune contrainte. Je saute en parachute, je fais du parapente, du paramoteur, du deltaplane, de l'escalade. J'ai monté une montagne de Céuse sous la neige. Donc
je me lance des défis et j'espère y arriver au bout, mais j'y arrive pour le moment. J'ai pas montré les échecs, mais il y a toujours des échecs, mais de partir en voyage tout seul à l'autre bout du monde et en sac à dos et de se dire que on a sa prothèse et son sac et il n'y a aucune contrainte. Les enfants sont très contents. Et généralement, quand je vais dans ces classes-là, il y a un enfant qui est en situation de handicap. Et ça permet aussi d'inclure l'enfant, parce qu'il était un peu exclu, il ne comprenait pas. Et on voit la cohésion qui se procure juste après mon passage. Ouais, c'est très beau. C'est ce qui me procure le plus de plaisir d'aller dans les écoles. Et si je devais te demander quelques mots pour demain, tu dirais, pour défendre ta cause, tu prononcerais quelle parole? Quelques mots. Ouais, il y en a beaucoup. Un slogan, une envie, une promesse, quelque chose. Il y en a beaucoup. Non, qu'est-ce que je me dis à moi-même tous les jours, par exemple. Moi, je me dis que tout est possible. Enfin, voilà, mais réellement, vraiment, j'ai aucune. Et généralement, quand je fais quelque chose, c'est qu'on m'a dit que je pouvais pas le faire. Ah, merci. Donc, on m'a dit que je pouvais pas monter la montagne. Et je crois que 2 semaines après, j'étais dans un train de nuit. Je lui ai dit, et je lui ai montré la vidéo. J'ai dit, ok, voilà. On m'a dit que je pouvais pas faire du saut en parachute tout seul. Voilà, je l'ai fait. Enfin, Il nous reste très peu de temps, alors j'ai passé la. Ah non, on ne bouge pas, vous restez là. Tu sais, c'est timé les événements. Hein. Coralie, même question qu'à Richard, en quelques mots, en une phrase ou un slogan, pour nous donner un petit peu envie là, de suivre ton combat, tu dirais quoi? Je ne suis pas guérie. Il y a encore du taf. Et c'est important de le garder en tête. Déjà, derrière le mot diabète, il y a plein de réalités. Attention aux raccourcis. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de progrès technologiques qui m'améliorent le quotidien. Mais on se penche trop peu sur les greffes, sur que ce soit du pancréas, que ce soit des cellules productrices d'insuline. Et il y a encore un boulevard. En 20 ans de diabète, j'ai vu des avancées extraordinaires. Donc je suis très très optimiste pour la suite. J'accompagne aussi des enfants en séjour l'été diabétique de type 1 et je vois à leur jeune âge les résultats de diabète qu'ils ont qui sont extraordinaires, donc je suis pleine d'espoir. Mais c'est pas fini, il y a encore un combat à mener pour rendre visible la maladie. Et plus on est visible, plus on s'intéresse à la cause et plus l'État, les budgets sont alloués à ces pathologies-là. Et plus je trouve on fait de la prévention, on investit dans des traitements révolutionnaires et moins on a de conséquences secondaires et mieux c'est. Merci beaucoup Coralie. Lindsay, même motif, même punition? Alors moi j'aurais envie de dire croyez en nous, c'est-à-dire quand on vous dit qu'on a mal, quand on vous dit qu'on a une problématique, écoutez-nous, croyez-nous. C'est pas parce que ça ne se voit pas que ça n'existe pas. Pour tous les handicaps qui sont mon petit package. Et croyez en vous, surtout. Parce que si aujourd'hui j'avais pas cru en moi, je serais pas du tout là aujourd'hui devant vous, capable d'être assise ou ne serait-ce que de marcher. Donc c'est important de croire en soi et de créer sa place. C'est pas parce que le monde fonctionne d'une certaine manière avec une dynamique qui a été sociétalement admise comme ça qu'on peut pas bouger les lignes et qu'on n'a pas le droit d'exister tel qu'on est. Moi je fais énormément d'adaptations et j'aimerais pouvoir aussi être moi-même comme avec nos handicaps, etc. Donc si on fait 50-50 et qu'on se rejoint en milieu, on vit tous mieux. Et en tout cas, je voulais ajouter par rapport à ce que disait Richard et par rapport à ce qu'on fait sur les réseaux. Moi, j'ai découvert beaucoup de handicaps et de maladies que j'ai pas à travers des personnalités comme ça. Et c'est très inspirant aussi de voir ce que tu es capable de faire. Et moi, qui ai aussi un problème à la jambe, mais j'en suis moins capable. Et peut-être que ça va me donner envie d'être un petit peu plus sportive. Merci beaucoup. Bravo. Bravo. Alors, changer le regard, briser les tabous et visibiliser l'invisible. Bravo Petite Mue et bravo à tous les trois. Merci beaucoup.